Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Je m'appelle Neri Shine. Je suis cofondateur de HXN Media, une compagnie de production vidéo. Si tu veux voir nos réalisations puis nos vlogs, tous les liens vont être en description. Aujourd'hui, à mon podcast, je reçois Vincent Cordeau, artiste peintre, reconnu pour ses toiles mettant en vedette des femmes en talons et les plus grands vins du monde. Cordeau vend ses toiles un peu partout, Québec, Toronto, Europe. Merci d'être là, man. Ça fait plaisir. Peux-tu m'expliquer un peu t'es qui, man? C'est parti de où? Un peintre, un artiste peintre. Comment on devient un artiste peintre? Ma vie est un peu un paradoxe dans le sens où j'ai jamais eu un parcours traditionnel. Juste comme à l'école, par exemple, en secondaire 2, secondaire 4, j'allais au séminaire à Saint-Hyacinthe. Puis malheureusement, mes notes n'étaient pas assez fortes. Donc, on m'a éjecté d'école carrément. Et puis, je suis obligé de suivre les cours de rattrapage l'été en maths parce que justement, j'avais de la misère. Puis, je faisais des cours de rattrapage, puis je cachais mon BMX dans les haies de la madame qui me donnait des cours pour que mes amis me voient s'ils me suivaient, que Vince est là. Puis, ça m'aidait justement à monter en secondaire 3, puis à monter en secondaire 4. Secondaire 4, c'est là, après les fonctions et tout ça, que j'ai eu vraiment de la misère. Puis, plutôt que d'offrir des cours à cette époque-là, comme je ne fitais plus dans le standard, on me suggérait de quitter. J'allais à l'école publique, puis rendu à l'école publique, même chose. Je comprends pas, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut écrire comme note de cours, j'ai aucune idée. Puis le monde, on est en histoire, ça l'écrit. Puis je suis là, qu'est-ce qu'ils écrivent? Comment tu sais, il faut que tu écrives ça, genre Cartier, telle date, puis il vient de France, puis c'est François Ier. Puis là, à un moment donné, je me suis fait éjecter de cette école-là aussi. Fait que mon estime de moi était super haute à cette époque-là. Non, mais tu sais, c'est triste. Puis là, j'ai encore les lettres de ce directeur-là, dont un était le maire à Saint-Hyacinthe, comme quoi, madame, votre fils a des résultats pitoyables. Et c'est vraiment marqué pitoyable. Fait que, tu sais, puis après ça, de fil en aiguille, j'ai réussi à remonter à la côte. Puis à un moment donné, j'ai découvert ce que je voulais faire dans la vie. Nice. J'ai appris à étudier, j'ai appris à donner des techniques, mémotechniques. Puis j'ai fini mon bac. Puis après ça, je me suis relancé en maîtrise en administration, puis j'ai fini avec A de moyenne, puis ce qui donne A, je pense. Puis mon chargé de projet, qui était dans le fond ma directrice de maîtrise, m'avait suggéré voir si je voulais poursuivre en management. Puis j'ai refusé parce que à l'époque, mes directeurs d'école me disaient « Pourquoi tu ne deviens pas directeur? Tu as toutes les skills. » Fait que je me suis débuté en démarche de direction d'école. J'ai passé des examens psychométriques à Longueuil. C'était 1000 questions de journée. Ensuite, il y a des examens de groupe avec d'autres gens qui veulent participer. Ensuite, il y a d'autres entrevues individuelles. Puis à la toute fin, tu as l'entrevue finale. Puis on était à 22 directeurs. Puis finalement, à la fin, on était 3 réels. Puis les 2 autres ont vraiment été directeurs à Saint-Hyacinthe. Puis moi, j'étais pas prêt à jamais trop encore enseigner. Puis, l'art est rentré dans ma vie. Fait que quand je vous dis, je suis parti d'un gars qui suivait des cours de rattrapage en maths, puis aujourd'hui, je suis prof de maths en secondaire 1, 2, 3. Puis, tu as réussi à avoir toute une 26 ans de carrière en enseignement, puis réussir tous les protocoles de direction d'école. C'est là que tu vois que c'est pas parce que dans la vie, tu descends de 2 marches que ça vient de se terminer là. Au contraire, c'est peut-être une bonne façon de se remettre solide sur nos jambes. J'adore ça. Puis en art, c'était la même chose. J'ai eu des en gouache à la maternelle. Je respectais pas la consigne. Il fallait faire un animal. Je me suis avec des formes. Puis moi, j'avais décidé de faire mon animal d'une autre façon. Encore là, on respecte pas la convention. Fait que j'avais eu des. Puis aujourd'hui, je suis représenté dans plus de 12 galeries dans le monde. C'est fou, ça. J'ai une petite question concernant justement l'école. Du côté de l'art, est-ce que tu crois que les écoles primaires, secondaires ont une structure que quelqu'un qui aurait un talent en art pourrait développer? Tu sais, exemple, un jeune artiste pourrait-tu se développer ou c'est mal encadré? Je trouve que les plateformes en art plastique en ce moment essaient de plus en plus de toucher à plusieurs facettes, comme par exemple le multimédia, le théâtre, l'enseignement, l'art visuel. Dans l'art visuel, il va y avoir bien entendu un exemple, la gravure, il peut y avoir la sculpture et autres. Je trouve que le mandat des écoles au secondaire en ce moment, c'est vraiment de voir est-ce que tu as la fibre artistique. Maintenant, si ça se développe, je pense que c'est au niveau collégial, que c'est pas probablement... Au niveau théâtral, oui, parce qu'on est reconnu à Saint-Hyacinthe même pour avoir les écoles de théâtre, mais au niveau de tout ce qui est artistique, je pense que c'est là, comme en français d'ailleurs, c'est là qu'il faudra ouvrir la machine pour être capable de donner une base de dessin. Puis c'est là que on va voir si c'est pour nous ou pas. Puis le premier step, après, tu commences à être enseignant, puis là, tu découvres l'art. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'art?
Moi, j'étais au bac en enseignement. J'avais jamais touché à vraiment un pinceau de ma vie. Puis, à un moment donné, Julie, ma copine de l'époque, m'achète un livre sur Toulouse-Lautrec. Et c'est une fille qui était hyper cultivée, elle connaissait tous les grands peintres, on sortait d'un restaurant, elle connaissait les scotch, on faisait des vins fromages, elle connaissait tous déjà les bons vins. Moi, je commençais comme serveur dans les restaurants français. Fait que ça a été comme en même temps, puis elle a amené ce step-là dans où mon cerveau, je ne sais pas pourquoi, c'est comme s'il y a une deuxième phase qui venait d'ouvrir. Puis je faisais comme moi, il existe tout ça. Puis là, à un moment donné, on se promenait dans le Vieux-Port à Montréal, sur la rue Saint-Paul, puis j'ai rentré dans un atelier qui est la galerie d'art de Lisanne Pépin, puis je l'ai vu peindre live, puis j'ai fait « That's what I want to be ». Puis c'était clair, net, et ça, puis il n'y a eu aucun doute. Maintenant, il fallait juste savoir qu'est-ce que je voulais peindre. Mais est-ce que tu savais que tu avais un talent ou tu savais même pas encore? Aucunement. J'ai eu des. Moi, son répertoire, c'est que j'ai eu des en gouache. Fait que là, je me dis, je vais être capable de faire ça, des personnages. Fait que là, ça a été long. Puis, tu sais, la question tantôt est bonne. Puis, pourquoi le podcast, si les gens veulent avoir une référence, moi, je suis pas un gars de convention. Je suis puis, c'est pas parce que je veux pas, je ne fit pas dans une convention. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai pas fait l'école des beaux-arts. Fait que, puis, 80% des gens aujourd'hui ne l'ont pas fait. Mais à l'époque, quand je me présentais un exemple dans une galerie d'art, on me demandait est-ce que tu peins à l'acrylique ou à l'huile. Tu sais, on était en 1998. Si tu disais à l'acrylique, tout le monde disait comme not sure. Ah ouais. Puis c'est étrange. Aujourd'hui, 99% des gens vont peindre à l'acrylique. Okay. Donc, c'est comme juste te montrer un peu le mindset de l'époque, comment il a évolué. Okay. Donc, je ne sors pas l'école des beaux-arts, j'ai eu des en gouache, je peins à l'acrylique. J'ai pas de base de technique de dessin. Fait que ça, j'ai dit, bon, parfait. Fait que ce que j'ai fait, je suis à la bibliothèque. Je peux vous donner la section du livre. Allez voir, c'est comme les grands peintres impressionnistes. Donc, j'ai fait comme les gens à Paris à l'époque, les Manet, Degas, et Picasso, puis Renoir. J'ai appris en copiant des artistes puis en essayant de repeindre leurs tableaux. Puis ma façon de voir si j'avais du talent, c'est de dire est-ce que je suis capable de me rapprocher du résultat original. Je comprends. Puis quand vous prenez mon livre à la bibliothèque que j'ai pris pour apprendre, mais vous pouvez voir toutes les pages où il y a des traces de peinture, bien c'est ces sujets-là vraiment. Je les lu à peu près 50 fois. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'était un peu ma façon d'apprendre. Je comprends. Puis le moment là, que tu dis bon, OK, j'apprends, je commence à apprendre. Clairement, tu es passionné. Est-ce que tu arrives au moment que tu te dis, bon, OK, j'en ai fait une, elle est assez bonne, genre, je pense que j'ai un talent. Comment ça arrive, ça? C'est bon, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on habitait sur la rue des Cascades ici, on avait un vieil appartement à Bois-Franc comme ici. On est à Saint-Hyacinthe. Oui, exactement. Donc, on a un immeuble qui avait 100 ans. Donc, j'avais 5,5 sur 2 étages, du pain français, des planches de 7-8 pouces. Notre building reposait sur des troncs d'arbres, donc ça donne une idée. Okay, ouais. Puis, entre les cadrages de porte, c'était les crins de cheval, donc vraiment, dans le fond, les chevaux. Ouais. Puis, pour faire l'isolation. Donc, ça me donne une idée où on est. Mais écoute, quelle richesse de studio. Fait que, tu sais, j'avais un bar de danseuse à ma droite, j'avais une piquerie à ma gauche, j'avais un centre de désintox en avant de chez moi qui faisait partie du CLSC. Donc, j'étais comme à Montmartre, Pigalle, mais à Saint-Hyacinthe. Puis c'est là que je peignais sur mon balcon, que j'avais tout fermé avec du treillis, avec des plantes grimpantes. Puis, je m'étais écouté les classiques de l'époque. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur des copies de grand maître. Puis, là, un moment donné, j'ai vu un nu de Matisse. C'est le nu bleu. Okay. Donc, Ikea le vendait à l'époque. Puis, je me suis dit, bon, ben elle, ma blonde, elle s'était acheté un kit de peinture à 17$ dans un truc d'art. Puis, moi, je suis là, bon, OK. Fait que tout l'après-midi, elle la peignait. Puis, pendant tout l'après-midi, moi, je cherchais qu'est-ce que je peins pour voir, tu sais, c'est une nature morte. Puis, à un moment donné, j'ai dit non, je vais y aller avec du mouvement. Fait que j'ai peint un Matisse. Puis, j'ai regardé le résultat final, le résultat initial. Puis, j'ai fait comme. Puis là, mes amis m'ont dit hey Vince, qui venait souper le soir. Ouais. Puis, il dit man, il y a quelque chose. Fait que le deuxième tableau, j'ai peint un Toulouse-Lautrec. Puis, c'était ça pendant 6 ans de temps. OK. Et j'ai jamais réussi à trouver ma carte de visite. Puis, quand je me présentais dans les galeries d'art, tout le monde me disait c'est beau ce que tu fais, il y a du talent, mais c'est qui Cordo? Tu vas être le Michael Bublé de l'art. Tu vas être un gars qui va faire des reproductions de Sinatra puis Tony Bennett. Fait qu'il dit, ça va mal vieillir dans le temps. Puis moi, j'ai aucun collectionneur qui va vouloir acheter un faux Manet. Ouais. Puis moi, j'étais très poli, puis j'avais été voir un avocat à l'époque, puis je demandais,
Si je dois peindre un peintre qui est décédé comme Degas ou Picasso, mais on me disait que ça prenait 50 ans que la personne soit décédée et enterrée dans la loi fédérale. Donc, par exemple, Toulouse-Lautrec est mort en 1920. Bien, à partir de 1970, on peut faire des reproductions. Okay. Mais c'est très important de marquer en arrière du tableau ou dans le certificat en bas, reproduction de. Okay. Et de clairement mettre notre signature comme ça. On est légal, puis c'est une forme de respect pour la famille de la personne qui est décédée. Picasso est mort en 2023, donc Paloma Picasso, depuis 2073, a protégé les droits d'auteur, qui vont sortir l'année prochaine. Donc là, on serait légal. 1923. Oui, 1923, pardon. Non, 1973 qui est décédé, plus 50 ans nous amène à 2023. Donc l'année prochaine, on va pouvoir peindre, par exemple, un Picasso, tout en respectant. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact dans le monde de l'art, vu que ça va faire 50 ans? Est-ce qu'on va en avoir plein partout dans les galeries ou tu penses pas? It's a good question. Je pense. Sais-tu quoi? Je trouve qu'aujourd'hui, on a tellement de sujets puis qu'on n'est plus là dans la reproduction. Est-ce qu'on va essayer de faire comme un Jackson Pollock puis d'aller chercher un héritage? Peut-être. Mais de dire qu'on va se reprendre à refaire des reproductions, je crois pas. OK. Je comprends. Puis quand tu es arrivé dans les galeries d'art, comment ça fonctionne? Tu te pointes avec tes... Non, c'est gênant. Tu te pointes avec tes tableaux puis tu dis, est-ce que vous les voulez? Genre, c'est comment ça fonctionne? Moi, là, je te dirais, pour être un peintre professionnel aujourd'hui, là, ça prend 25 de talent, 25 de sensibilité pour ressentir les choses, puis je te dirais 49 de guts, puis 1 de chance. Fait que ceux qui pensent que j'ai réussi, mais c'est pas une question de chance, loin de là. Puis il y a des fois où tu sens que tu l'as pas dedans. Puis ça cogne à la porte, c'est Amazon qui vient livrer, puis je suis gêné d'aller ouvrir la porte. Puis on dirait que je fais le pas pour... J'ai pas la vibe cette journée-là. Puis il y a d'autres journées où je pourrais mettre sur l'autoroute 20 puis arrêter un 10 roues, puis je sais qu'il va arrêter. Parce que tu sais dans mes yeux que je vais pas me tasser. Cette journée-là, c'est là que c'est le temps. Faut que tu prennes ton matériel, puis tu vas présenter ton travail dans les galeries d'art. Je comprends. Fait que moi, la première fois que je me suis présenté, c'était chez Canadian Steamship Line. C'était pour Power Corporation. Je vais faire partie de la collection privée. Puis je suis arrivé avec un Cézanne, les joueurs de cartes. Puis la personne, je me souviens, avait été super gentille avec moi. Puis m'avait expliqué, quand tu vas retrouver ta signature, viens me revoir. Puis ça m'a pris 7 ans avant d'être capable de trouver ma carte de visite, qu'est-ce que je peins aujourd'hui. Puis depuis, pendant ces 7 ans-là, est-ce que tu peignais chaque jour? Comment ça fonctionnait? J'ai touché à des musiciens, ce qui me faisait beaucoup vibrer, la vibe, un contrebassiste, l'autre en arrière, donc l'ambiance du lounge. Puis, je revenais toujours aux femmes. Puis, ce qui me faisait toucher, c'est que je me disais comment, comme Modigliani qui ne peint pas Dieu, Toulouse-Lautrec avec la blanchisseuse, on voit de côté, a réussi à donner une émotion pour avoir même pas de visage. Puis là, je me disais, il est là le message. Puis, à un moment donné, je me suis présenté dans une galerie d'art pour me faire dire encore non. C'est dur pour l'estime de soi. Je sais même pas aujourd'hui. Je t'écoute parler, puis je me dis, mais il me semble qu'il y aurait tellement de monde qui aurait lâché, là, qui aurait dit, c'est pas fait pour moi. Tu avais un emploi en plus, tu avais un emploi, puis tu te disais, j'aurais pu continuer à faire ça, dans le fond. C'est vrai, puis je sais pas. C'est là que le 49 de guts, il embarque, puis ça soit dans n'importe quoi. Puis ça, que si les gens veulent peindre après ce podcast-là, puis j'aurais servi juste à allumer une lumière ou un étincelle, je me dis, crime, j'aurais servi à quoi cette journée-là? Puis... c'est mon parcours artistique, puis je suis certain que si on fait du copier-coller avec d'autres, on serait capable d'avoir une équation, puis un dénominateur commun, puis c'est toute la même chose. On a tous été des gens hors convention, puis on est arrivé avec notre propre démarche artistique. Sauf que moi, si j'avais été à l'école des beaux-arts, on m'avait expliqué ma base de vernis, la base des résines, les dangers d'utiliser tel produit avec tel produit, le temps de séchage. Écoute, j'aurais sauvé 8 ans de ma vie. Puis c'est là que je dis que cette partie-là, elle est absente. Puis chaque année, il y a un artiste qui me contacte. J'avais Cynthia Bégin qui m'a contacté, mettons, il y a 4 ans. Puis je sentais. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? Elle voulait rentrer en Floride dans une galerie où j'étais. Puis je disais, écoute, je le sens, t'es rendu. Il te reste un truc à ajouter à tes tableaux, puis tu y es. Puis aujourd'hui, elle l'a fait. Puis la preuve, aujourd'hui, elle fait des visages à la voix. C'est elle qui avait fait tous les artistes là, de Lara Fabian et tout live, là, les gros formats. Puis elle est rendue aux mêmes galeries que moi. Donc, tu sens quand la personne, elle l'a. Super. Donc, quand tu te présentes à une galerie d'art, puis tu te fais dire non, la deuxième non, la troisième non, à un moment donné, tu sens plus chez vous. Ouais, c'est ça. Tu fais juste dire, est-ce que ça va tout le temps être de même? Là, non, mais puis à un moment donné, je suis rentré dans une galerie d'art, puis la femme m'a rendu un beau cadeau. Là, ma technique était bonne, mes vernis étaient bons, mais je faisais mes propres
frame, je savais comment faire pour sauver du temps. Puis, à un moment donné, la dame, c'était froid comme ambiance, tu sais. Puis, elle m'avait dit, regarde, je vois que c'est gênant pour toi, là. Elle dit, regarde, je vais te sauver du temps. Il faut que quand on rentre dans une galerie, on sache que c'est un cordeau. Qui est un cordeau? C'est quoi un cordeau? C'est quoi la démarche artistique qui est devant ton travail? C'est ça qui va faire que tu vas passer d'un gars qui expose à la bibliothèque municipale puis un gars qui va rentrer à Paris. Puis celui-là venait de me sauver un autre 2 ans. Je suis arrivé chez nous, je me suis mis à peindre un tableau, puis 4 jours plus tard, j'étais signé pour ma première galerie en 2010 et je faisais mon vernissage à 2 restaurants ici, à l'Espiègle. Et c'est là que ma carrière a débuté, voire explosé. C'est hot, man. C'est tellement hot. Puis juste avant qu'on parle de tes toiles un peu plus en détail, qui sont actuellement, comment tu as appris tout ça? Est-ce que parce que moi, exemple, je vais apprendre de quoi, je vais sur Internet, puis je suis how to, non. Comment tu as appris toutes ces techniques-là? Essai-erreur ou? Non, je suis quelqu'un qui n'a pas d'ego pour apprendre. Je suis quelqu'un de curieux. Puis que ce soit quand je boxais, le talent n'était pas là au départ, là, loin de là. Mais je pose des questions au monde, comment on fait le pivot. Puis j'aime apprendre. Fait que le monde voyait bien que j'étais motivé. Même chose avec l'art. J'étais allé voir des gens qui avaient une bonne technique, des gens qui enseignaient l'art, des profs d'art plastique. Je demandais comment on fait un magenta, comment on fait un tel rouge, mon rouge cadmium, comment je fais pour mettre de la lumière dedans. Puis j'arrivais avec des couleurs qui se vendaient même pas au magasin. Okay. Puis là, une année, les filles, les peintres, ils peignaient des prostituées à Montmartre. Puis c'était des beaux sujets, des filles qui « what you see, what you get », donc il n'y avait pas tout le décorum qu'on a aujourd'hui travaillé sur Photoshop. Alors moi, je me suis dit, donc, il me faut des muses. Donc, j'ai commencé à engager des muses, à les photographier, puis je me partais de ces photographies-là pour être capable de faire mes compositions sur le tableau. Nice. Puis là, tu viens de parler de photographie, je viens de penser à ça. Comment on se démarque ou c'est quoi la différence entre... Parce que maintenant, avec les photos Photoshop qu'on peut toutes modifier, comment on vient distinguer, comment on va chercher sa part de marché dans un milieu maintenant qui existe Photoshop, ou qui existe des photographes malades mentales. Comment, par exemple, tu dis, mais pourquoi il achèterait ma toile au lieu d'une photographie? C'est quoi la différence entre peinture et photographie? Très bonne question. L'image 2D va donner une émotion. Moi, je peins du 3D, donc je vais rajouter des lacs, je vais rajouter de la texture et tout. Et c'est là, probablement, qu'on va aller chercher une luminosité, sans rien enlever, parce que sans images de la base de la photographie, j'ai besoin de ça pour faire mon travail. Ça fait partie de mon processus de création pour présenter mon travail aux galeries d'art. Maintenant, je trouve que le tableau va apporter un freestyle que la photo ne va pas nécessairement le produire. Puis en galerie d'art, on le voit dans les vernissages, le photographe va apporter une certaine lumière dans ses photos et tout. C'est génial. Sauf que quand on y va avec le médium artistique de l'acrylique, je trouve que ça nous permet de peut-être exploiter plus cet horizon-là, puis d'amener cette troisième dimension qui va donner peut-être une vie au tableau que la photo ne donnera pas, malheureusement. Et même ce côté-là, accident. Si on regarde un des tableaux, par exemple, le freestyle du vernis qu'on a donné ici pour aller chercher un côté un peu circulaire parce qu'on est très cartésien dans le tableau, mais la photo ne me le permettra pas, par exemple. Je comprends. OK. Puis si on parle un peu plus de tes toiles en détail, comment tu es arrivé à dire, bon, c'est ce style-là, c'est pourquoi les femmes, pourquoi pas les hommes, explique-moi la base, un peu plus en description de tes toiles. La dame que j'avais rencontrée en 98, elle me disait, si tu veux vivre dans le monde de l'art, il faut que ton tableau soit immortel puis intemporel. Donc ça veut dire que je ne dois pas être limité comme une façade d'une maison, puis tu dis, ah, ça c'est une construction en 2005. Ah, ça c'est une construction en 2011. Tu dois être universel. Fait que là, c'est là que je me suis dit, donc, comment être universel? Donc, j'ai fait un peu comme Star Wars, j'ai divisé le premier épisode de George Lucas en 3 épisodes, quand dans le fond, au début, c'était un premier film. C'était un premier film qui était trop long, et on l'a divisé en 3, et ça fait les parties qu'on connaît. Donc, j'ai pris mon travail, et je savais que je voulais faire les grandes dames de Toscane, sortir les bottes de cuir. Je vais parler de Bordeaux. À Bordeaux, tous les Bordelais, on a encore le champagne. Donc, je vais mettre du bois dans mon tableau. Donc, quand on regarde ici le label du vin qui est en arrière de moi, qui est monté sur le mois de Chandon, du champagne, on le voit pas. Je ne sais pas si on le voit, mais bref, ou en arrière, on voit, dans le fond... j'ai mis une troisième dimension. Je suis allé chercher vraiment du bois pour rappeler la technique du baril de bois à Bordeaux pour le vieillissement du vin. Donc, c'est toutes ces étapes-là de série que j'ai sorties entre
2005 et peut-être 2022 cette année, qui nous a permis de bien vieillir dans le temps. Parce que sinon, tu as beau faire des fleurs, tu as beau faire des paysages, si les paysages que tu peins ne communiquent pas un message, tu tombes dans un monologue et tu ne touches pas les gens. Donc, elle m'avait dit, tu dois absolument être intemporel. Donc, trouve un sujet qui vieillit bien. Fait que je me suis dit, écoute, depuis l'Empire romain, que les femmes sont présentes dans les soirées avec le vin, donc je pense que c'est une valeur sûre. Fait que s'ils ont vécu 2000 ans, je pense qu'ils sont capables de bien m'accompagner dans ma séquence artistique de ma vie. Là. C'est hot. Puis, je sais que les femmes se ressemblent tout le temps un peu dans tes toiles. Des fois, cheveux blonds, des fois, cheveux bruns. Qui est cette dame pour toi? C'est des mannequins. J'ai des contrats de confidentialité comme quoi ils ne veulent pas être nommés. C'est des dames de tous les jours. Okay. Puis, ce que j'aime dire, c'est que souvent, j'ai un de mes clients qui avait acheté un tableau puis il me disait écoute, incroyable la pose. Puis quand il a quitté, mais je dis elle, c'est ta secrétaire. No way. Yeah. Puis je dis, quand elle arrive, c'est une fille super introvertie, délicate. Dès qu'elle s'attache les cheveux, qu'elle met ses bottes, elle peut te donner des résultats incroyables devant une lentille. Une émotion qu'on n'aura pas par une modèle ou une mannequin. Elle le sent dans d'elle. Puis ça n'arrive pas. Fait que souvent, je fais des séances photos, je vais payer les mannequins, puis malheureusement, je n'utilise jamais le travail, le fruit du travail parce que je n'avais pas d'émotion sur les photos. Donc ici, si on regarde, par exemple, derrière toi, ce qu'on voit, ben, tu sais, ici, on a une pose qui est... une dame, encore là, on est introverti, on a une pose qui est très féminine. Je peins toujours dans la délicatesse, peut-être un peu sensualité, mais toujours dans le respect du sujet. Donc, si la chemise est attachée, il n'y a rien de vulgaire, la jambe est croisée, j'ai ma ligne de jupe qui cache, là. Fait qu'on est du tout dans la provocation, mais une belle féminité, une belle élégance. Donc, ici, j'ai une femme qui a une belle assurance, qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'il vaut. Puis, c'est ce que j'essaie de peindre chez la femme. Donc, ma démarche artistique en fait ce que j'essaie de peindre. Je l'ai écrit pour que ça soit plus joli. Okay. Parce que c'est le seul truc que je vais lire. Là, parce que je veux pas être... shit, je savais pas que tu avais préparé des notes. Non, mais écoute, c'est tous les gens qui m'entourent, puis ceux qui s'occupent du webmaster de mon site, on voulait remettre à jour, puis je voulais trouver quelque chose de simple. Donc, la femme que je peins, souvent les journalistes vont dire « Ah, Cordeau, c'est la femme et le vin. » Mais c'est faux. Ce que je peins en réalité, c'est la première fois que tu as vu ta douce ou tu as vu la fille, puis tu te dis hey, « c'est peut-être elle », puis tu n'oses pas y aller. Puis là, tu as les papillons, puis là, tu as le doute. Puis là, ça te prend une bière pour te lever, puis te dire « je donne-tu un courriel? Comment je l'approche? » Fait que ce que je peins, en fait, c'est Cordeau peint le moment où vous l'avez vu, cette fois. La première fois avec le temps qui joue contre vous, la paralysie de la gêne, du doute, mais elle se lèvera et disparaîtra devant vos yeux, balayant votre regard en souriant tout en vous plongeant dans un abîme de regrets. C'était peut-être elle. Wow! Puis c'est ça que je peins. Puis quand que les gens viennent chercher leur tableau pour des commandes spéciales ou personnalisées, ou quand on peint live à Québec, les gens, c'est ça qu'on dit, puis ils me disent, écoute, ça c'est je veux cette pose-là pour ma femme, c'est elle. C'est exactement qu'elle est comme ça dans les soirées. Wow. Plus les jambes croisées ou détendues. Elle va plus être, par exemple, avec un pantalon qu'une jupe. Cheveux attachés, cheveux détachés. Donc, c'est là que je m'amuse justement à peindre des femmes sans visage pour que chaque femme s'y retrouve. Et ce que je m'amuse à peindre, en fait, c'est de laisser couler la peinture. Donc, si on regarde, par exemple, dans le tableau qui est ici, dans le bustier ou derrière moi, il est peut-être plus visuel ou toi, on voit vraiment la peinture qui veut filer dans le tableau. Donc, ça, c'est le moment qui joue contre... l'homme qui veut courtiser peut-être sa conjointe pour le restant de sa vie, la mère de ses enfants, puis qui joue contre lui. Puis c'est comme, man, just go. Go get her. Puis le code barre qui est en bas du tableau, qu'on peut voir peut-être derrière moi, c'est pour rappeler aux spectateurs que, messieurs, chaque femme est unique et la dame n'est pas acquise. Donc, il faut la charmer tous les jours. Tellement cool. Puis je m'amuse à le faire voyager avec les grands vins de ce monde, soit champagne ou les grands crus. J'adore ça. Puis est-ce que tu penses, parce que c'est une question que je viens de me poser, est-ce que tu penses que tu vas te tanner un jour de ce concept-là? Parce que moi, je trouve ça malade, qu'on dirait que tu pourrais faire ça toute la restante de ta vie, mais est-ce que tu penses qu'un jour tu vas te tanner? Chaque série m'a amené à évoluer. Fait, quand on regarde le début, quand je suis allé à Paris, la série Moulin Rouge, j'étais au Moulin Rouge, puis je voyais les femmes danser à moitié nues, puis on voyait même pas les seins. On voyait la paillette, on voyait les plumes, on voyait les décors, on voyait le côté artistique. Puis je me disais, comment on peut arriver à mettre autant de
de fantaisie sans déborder, puis rester dans l'art. Puis quand je suis arrivé, j'ai développé une série qui s'appelait Moulin Rouge. Okay. J'étais allé au bout d'abord avant sur Champs-Élysées, donc un peu plus osé, les poses un peu plus bacchanales. Vraiment... ce style-là. Puis ce style-là m'a amené à les Grandes Dames de Toscane. Ensuite, on a fait les Grands Crus de Bordeaux. Et puis ensuite, j'ai fait ma série Glam où là, je suis devenu beaucoup plus épuré. J'ai gardé le tout de chacune des séries. Et c'est la dernière série vintage qu'il y a en ce moment qui a vraiment explosé sur le marché de l'art qui m'a permis de connaître l'énorme succès que je connais en ce moment. Nice. Puis, comment ça marche? Là, tu parles de Paris, tu parles de ces endroits-là. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une galerie là-bas qui vient exposer ou c'est toi qui arrives? Tantôt, je parlais de 49% de GOTS. Ouais. J'avais fait un recensement à Paris. Paris a des arrondissements. Puis, je me disais, écoute, je vais prendre les 10 meilleures galeries d'art. On venait d'avoir Charlie, ma plus jeune. Donc, elle a 3 mois. Ma blonde a une césarienne, donc pour les bains, c'est difficile. J'en ai déjà 2 autres à s'occuper. Puis, tu veux quand même être un bon papa. Puis, une chose que je trouvais importante, c'est que mes enfants ne seront jamais les victimes de mon succès et ce ne sera pas eux le sacrifice. Donc, si je dois couper des heures de sommeil, couper des heures de 4 à 7, ben c'est ça qui va passer en premier avant. Puis, j'avais trouvé, ma mère me donnait les bains, mon frère donnait un backup. Puis là, j'ai dit à Jen, j'étais en congé parental. Puis, Jen, c'est le temps d'y aller. Tu sais, j'ai pas besoin de demander de congé à l'école. Je dois le faire. Fait que j'ai pris les 10 meilleures galeries d'art. Puis j'avais dit, écoute, je vais prendre la moins bonne pour me pratiquer. Ouais. Fait que s'ils me mettent dehors après 15 secondes, ben je dis au moins, il m'en reste 9 autres. Ouais. Fait que je me suis pris un billet d'avion pour Paris, 3 jours, un billet ouvert. Puis Bordeaux m'invitait déjà à Bordeaux à exposer au CIVB. Donc, j'ai appelé les galeries d'art. Bonjour, mon nom c'est Cordeau, je peins, voici mon site web. Puis là, tu voyais ceux qui s'intéressaient ou pas. Puis là, j'essaie de me booker des rendez-vous. Ouais. Puis les Français sont très polis puis très rapides pour te mettre dehors sans que tu t'en rendes compte à la galerie. Puis des fois, tu te retrouves à côté du TGV ou whatever. Puis là, tu fais comme, OK, il me semble que j'étais dans la galerie il y a quelques secondes. Puis ils t'accompagnent même te sortir avec une galanterie incroyable. Puis, ce coup-là, je m'étais dit, écoute, je mange pas. J'habitais au quartier 5, je pense, c'est Montparnasse. C'est le quartier un peu où les cadres habitent. Donc, c'est pas là que tu fais la fête, admettons. C'est très tranquille. Il y a des petits cafés. Puis, Bordeaux m'avait invité, donc je logeais on m'avait payé un hôtel et tout. J'exposais au CVB, mais le côté Paris, c'est moi qui payais. Okay. Donc, j'avais profité de ce vol d'avion-là et tout pour être capable de prendre ce vol ouvert. Puis, je m'étais dit, je fais comme les impressionnistes ou les grands peintres, je mange pas tant que je ne suis pas signé par une galerie. Okay. Fait que je suis parti le matin à 8 h avec un taxi. Ouais. Fait que j'ai fait tout le tour de Paris, les fameux canaux accrochés sur le pont perdu et tout. Là. Le Louvre, ça ne m'intéressait pas vraiment. Okay. Pas parce que je ne suis pas intéressé à l'art, mais dans le setup que j'avais, mon minding, c'était d'être signé par une galerie sans manger. Fait que ça, c'est le genre de projet que je me fais. Puis écoute, à 10 h, je rentre là-bas. Le propriétaire de la galerie, il est parti faire le tour du monde en catamaran. Fait que je dis, est-ce que je peux laisser mon portfolio? Ouais. Oui, tout à fait. Fait que je sais que je vais finir de la pile, puis elle va fermer le soir. Ouais. Je suis le deuxième, elle me met dehors après 15 secondes. Merci d'être venu. Je dis, OK, c'est pas ici que je vais travailler. Fait que là, écoute, il est rendu midi, t'as faim, 2 h, 4 h, 5 h, 7 h. Quand ça manquait d'énergie. Écoute, je capotais. Puis là, je rentre à l'hôtel. Les restos étaient fermés de l'hôtel. Fait que là, je dis... puis là, je l'ai réservé dans un bistrot pour manger. Écoute, il y avait juste des biscuits soda et de l'eau. C'est ce que j'ai mangé pour souper. C'est con, hein? Ah ouais. Puis là, j'étais là. Hey, je viens d'avoir un 3e enfant. Ma vie va bien. Je suis heureux. Là, je suis tout seul avec 3 biscuits soda, un verre d'eau dans un appart à Paris. Puis là, je me suis couché là-dessus. Puis le lendemain matin, je suis allé courir. Puis en revenant, je sentais une énergie là, que tantôt je parlais de se mettre en avant d'un 10 roues. Ouais. Fait que là, j'étais rendu à la 5e galerie Salis, puis j'ai dit no way. J'étais allé chercher la première, qui est la plus grande galerie. Ouais. Si tu rentres là, tu rentres dans 22 villes, soit dans 7 pays. Okay. Là, on parle de Singapour, on parle de UK, on parle d'Angleterre, on parle de Courchevel. Courchevel, donne une idée, c'est un monde de ski. Okay. Ben Affleck se tient là et la galerie d'art est en dessous d'un cave à vin, d'un château. Okay. Fait que ça vous donne une idée où on est rendu là. Puis là, tous mes tableaux à ce moment-là étaient convertis en euros. Ça veut dire que si un Cordeau vaut, un exemple, 5 000 en canadien, bien là, si je signe en euros, puis que les tableaux sont établis à 12 000 euros, mais les tableaux viennent de partir de 5 000 canadiens à 17 000 canadiens en one shot. C'est fou, hein? Oui, puis c'est là qu'à un moment donné, tu peux perdre les pédales. À un moment donné, il y a un marché à respecter. Fait que je me suis présenté à la galerie d'art. Puis là, je sentais, je savais. Puis là, je me savais que ce soir-là, il y avait Georges Saint-Pierre qui se battait. J'avais mon chum Michael Gadebois qui se battait pour son 3e combat, je pense, professionnel pour Eyes of the Tiger. Puis moi qui signais avec peut-être une des plus grandes galeries.
Puis comme de fait, je m'assois devant la dame. Je dis bonjour, j'avais téléphoné pour prendre rendez-vous avec le propriétaire. Elle dit, il est en arrière avec des clients. Puis là, elle rouvre plein de lettres avec un ouvre-papier. OK. Puis là, écoute, les tableaux sont magnifiques, les sculptures. Puis elle dit, allez-y, je vous écoute. Moi, je m'étais apporté un tableau format valise, tout emballé, mais magnifique, que j'avais mis dans mon tableau. J'avais presque pas de linge, justement, pour que le tableau ne soit pas abîmé, puis qu'il passe bien aux douanes. Puis je m'assois, puis je dis, non, je vais attendre. Non, mais allez-y, je peux faire deux choses en même temps, je suis une femme, du coup. Hein? Fait que je dis, non, écoutez, je viens de faire 7 ans à trouver mon style, puis 10 heures d'avion, donc je suis capable encore d'attendre 2 minutes. Tu as dit ça pour de vrai? Exactement, puis j'ai même pas changé d'accent ou autre. Puis là, elle m'a regardé dans les yeux. Puis là, je pense qu'elle a vu qu'il se passait quelque chose. Puis là, elle a dit, d'accord, allez-y, je vous écoute. Puis je dis, parfait, je me suis présenté. J'ai un rendez-vous cet après-midi avec une deuxième galerie, qui est la deuxième plus grosse galerie de France. Eux autres, si tu rentres là, tu rentrais à Nice, tu rentrais à un autre endroit. Puis là, je dis, en ce moment, je suis en train d'hésiter si je prends vous ou je prends l'autre galerie. C'est-tu vrai? Fait qu'imagine-toi, le gars qui passe l'entrevue devient intervieweur. Ouais. Fait que tu sais, quand je te disais, ça prend 49. Fait que là, j'ai dit, moi, c'est pour vous. Fait que si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec mon comptable. Ça vous donnera une idée comme un sort de cordeau par jour dans le monde. Fait que là, elle dit, non, ça va, un instant. Fait qu'elle s'est levée, elle est allée chercher le propriétaire de la galerie. Il a ouvert le tableau. Puis il m'a dit, bienvenue chez Bartou. Puis il m'a signé. No way! Puis écoute, je suis mis les yeux pleins d'eau parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais quelque chose de facile. Wow. Sans forcer pendant 10 ans, 5 ans. Puis là, le gars, il a vu que ça m'émouvait. Fait que j'ai dit merci de me faire partie chez. Fait que là, automatiquement, il m'a dit là, ta vie vient de changer. Là. Ouais. Fait que là, il m'a montré les listes de toutes les galeries où je serais cartonné. Fait que là, il me dit, est-ce que tu es prêt pour cette aventure-là? Fait que là, tu fais, oh my God. En sortant, il y avait une agence de courtier immobilier. Fait que je suis allé visiter un 4,5 en avant, parce qu'on avait 3 enfants. L'après-midi, j'allais faire la transition pour aller chercher la différence entre la Citroën, mettre 3 sièges de bébé. Puis l'autre modèle qu'il y a aussi en France, là, pas Renault, c'est comme un dragon en avant sur le... Ah ouais. Whatever. Ouais. Puis à chaque fois, j'y ai trouvé, il y avait même un détaillant ici au Québec avant, puis j'étais comme no way. Puis là, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'essayais de voir, puis j'ai jamais été capable de trouver le véhicule, mais j'étais, OK, ça va être une Citroën qu'on va prendre, on habite telle place. Puis là, j'essaie de regarder des écoles. Fait que le soir, j'ai créé mes parents, je dis, je viens d'être signé par la plus grande galerie probablement du monde. Puis j'ai trouvé un appartement. Fait que là, j'ai dit à Jen, tu sais, we're leaving. Puis, comme défaite, le soir, Georges Saint-Pierre gagnait, mon chum gagnait, puis là, je venais de signer avec Bartou. Fait que c'est ce soir-là que je suis allé à Moulin-Rouge, puis que j'ai croisé Justin Bieber. Il était juste derrière moi, c'est niaiseux, mais il était là. Avec probablement une blonde. Puis, ça, c'est probablement une des plus belles soirées de ma vie. Je me suis couché à l'hôtel, puis je me dit, wow. C'est mon gars. Exactement. Puis, est-ce que tu as déménagé finalement pendant un mois? On n'a pas déménagé parce que la façon de faire à Paris, c'est ça qui est plate, eux autres, ils te cartonnent pendant 1 mois dans la galerie. Puis là, après ça, ils te mettent dans le backstore. OK. Puis là, c'est comme quoi? Fait que là, moi, j'ai envoyé des gens spot check qui étaient en Europe. Puis j'ai dit, peux-tu passer à telle place? Puis je vais le voir. Puis ils disent, Vince, tes tableaux sont pas ces murs. C'est comme quoi? Fait que là, j'appelais le propriétaire de la galerie. Je dis, bonjour, je vous ai envoyé un cargo en avion. De 10 tableaux comme vous m'aviez demandé. Je dis maintenant, c'est quoi votre façon de fonctionner? Elle dit, nous, on cartonne un artiste, après ça, on vous envoie à telle galerie. Je dis, oui, mais les galeries vous m'envoyez à Honfleur. Puis en ce moment, c'est 3 mois de saison libre où il n'y a pas d'achalandage. Donc, je trouve que c'est une drôle de façon de tester mon travail puis de voir si je peux faire partie un peu comme de votre équipe puis d'être un bon vendeur. Et il me dit faites-vous-en pas. Puis finalement, ils m'ont oublié. J'ai pas eu l'attention que j'ai eue. Puis après 1 an, j'ai dois été 1 mois sur ces murs. Fait que ils se vendaient 10 galeries, 10 cordeaux par mois au Canada. Puis j'ai de la misère à vendre un tableau dans une des galeries que un achalandage. Juste pour vous donner une idée là-bas, ce format de tableau-là, c'est pour des bateaux. Ça vous donne une idée du bateau. Fait que, c'est un autre monde. Puis malheureusement, j'ai été obligé de discuter avec mon équipe. Puis j'ai fait, c'est pas comme ça que je vais te représenter. Fait que j'ai décidé de tout reprendre et de faire renvoyer à leurs frais mon travail. Puis c'était amer. Puis c'est comme si, dans le fond, j'ai écouté un succès que j'ai jamais pu bénéficier. Fait que c'est comme le gars junior majeur qui se ramasse avec le Canadien de Montréal.
on te met un chandail du Canadien, puis finalement, tu te perds une jambe, tu n'auras plus jamais au hockey de ta vie. C'est fou. Puis tu as dit, écoute, j'étais là, j'avais le puck, puis c'est ça mon expérience Paris, mais c'est quelque chose que j'ai le goût de retravailler différemment, puis c'est sûr que je serais drôle d'avoir mis ça dans mon CV sans que je l'aie réexploité d'un autre angle. Oui, je comprends. Puis, ça fait combien de temps de ça, cette soirée-là? Donc, en 2013. OK, ça fait pas si longtemps. Non, puis il y a une nouvelle administration dans les galeries. Ils ont acquis d'autres galeries comme à Miami. J'étais à Miami dans une autre galerie. Donc, tu sais, je connais le terrain, mon travail. Je connais beaucoup l'export maintenant, les shipping et tout. Donc, c'est facile pour moi maintenant de retourner avec ces gros joueurs-là. OK, je comprends. Puis si on parle justement du côté un peu plus... Moi, je tripe, je suis un entrepreneur, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime parler à des entrepreneurs. Puis, en étant peintre, t'es travailleur autonome, étant un entrepreneur, tu sais, au final, tu sais. C'est vrai. Fait que j'aimerais ça parler un peu de comment un artiste peut décider de c'est quoi le prix de son tableau. Tu sais, comment on peut décider ça? Quand tu arrives à la galerie et tu dis, ben c'est bien, ils sont combien, tu sais? Comment ça fonctionne? Comment tu sais ton prix? Il y a beaucoup l'offre et la demande. Je veux dire, si tu vends 10 tableaux par mois, puis l'autre en vend un, c'est certain qu'à un moment donné, ça l'aide. Deuxièmement, il y a l'intérêt des galeristes. Troisième critère, c'est le nombre de galeries qui t'exposent. Donc, c'est à un moment donné, plus que c'est plate à dire, là, le complexe Alexandre le Grand de conquérir l'Europe, là, mais plus que tu es établi, plus que là, on voit que ton travail est vendable dans plusieurs marchés. Par exemple, moi, la pause qui est derrière moi, dans le marché anglais à Toronto, cet emblème-là ne se vendra pas. OK. Comment ça? La jupe, OK. le bustier, OK. la blouse est trop déboutonnée. OK. Fait que là, à un moment donné, tu sais quoi, les enfants, eux autres, ils font avec des pantalons de neige, puis ça. collet roulé avec des mitaines. Ouais. Tu sais, c'est comme, come on, man, bien bon. Puis les galeristes me disaient, tes filles ont de l'air trop party girl. Fait que là, j'ai appelé West Palm Beach, mais on dit, Vince, il faudrait que tu mettes tes filles un peu plus country club, plus distinguées. Fait que là, c'est là qu'on a allongé les robes, j'ai mis des chemises à manches longues, j'ai évité les robes le plus possible. Il faut quand même avoir j'ai un marché, mais tu sais, je mets ce même tableau-là à Miami, puis une journée, c'est vendu. Là. Fait que c'est juste montrer comment que c'est là qu'on apprend où on est accepté, puis où pas. OK. Et là, à ce moment donné, ben là, les revues, les articles, ça intéresse à nous, les journalistes. Puis là, maintenant, on fait des articles de journaux. Puis là, les gens lisent sur nous. Puis à un moment donné, on établit un certain galon. Puis, bien entendu, le nombre de tableaux vendus annuellement, ben c'est là qu'il fait un peu... c'est comme le gars qui score 50 buts par année. Puis 10 buts. Ben, c'est qu'est-ce que tu rapportes à la galerie, ils veulent pas. Ils ont du personnel, ils ont des taxes, ils ont des immeubles, ils ont plusieurs galeries. Fait qu'il y a des infrastructures qui sont coûteuses. Fait que c'est sûr que nous, on devient un peu leur munition, puis en même temps, c'est un travail gagnant-gagnant des deux côtés. Puis, comment un artiste, parce qu'on dirait que j'ai souvent, comme la pensée d'un artiste, c'est qu'il fait des gros stunts ou des trucs de fou. Je pense à Bansky qui a fait déchiqueter son tableau à l'enchère. Ça, là, est-ce que ça prend ça pour que ta toile vaut plus cher pour prendre la valeur comme artiste? Non. Puis, tu sais, souvent, le monde, ils disent, Vince, je vous donnais une idée. Là. Je vais y aller très cartésien pour que ça soit facile pour les néophytes. À tous les mois, il y a un camion qui recule dans ma cour, puis je dois mettre tant de tableaux. Ce tableau-là, ça va un exemple pour Toronto, Baie-Saint-Paul, Québec, Montréal. Ça va un exemple pour la Floride. Puis, à l'époque, il y avait l'Europe. Fait que moi, tous les mois, je dois produire une certaine quantité de tableaux. Maintenant, souvent, les gens disent, présente-en moins, il va l'offre et la demande, il n'y en a pas. Ça ne marche pas comme ça. Parce que quand tu arrives dans une galerie, tu as un mur, et ce mur-là, tu l'as un peu gagné avec les années. On sait que les cordeaux, dans telle galerie sur Notre-Dame, les gens vont là pour toi. Fait que les gens, quand ils rentrent, on sait. Les gens viennent pour un cordeau. Puis j'ai le mur. Puis c'est le même mur que quand je peins live pour la nuit des galeries ou le mois des galeries. C'est ce qu'on gagne avec le temps. Fait que si tu es dans une galerie et tu es sur le bord de la porte de sortie en arrière, sortie d'urgence, ça se peut que tu n'aies pas le même visuel. Puis, fait que ce mur-là, on le définit avec les galeries qui est payant pour les deux personnes. Donc, si j'en paye moins, ben veux pas, il y a quelqu'un d'autre qui va vouloir prendre ma place, puis qui est un bon vendeur, puis qui a un beau travail aussi. Fait que c'est un double tranchant. Moi, scraper un tableau live parce que je trouve qu'on respecte pas mon art et tout, le monde va juste dire quel beau show, mais ça va pas faire augmenter mes tableaux. Fait que ça, c'est plus peut-être Hollywood, ça. OK, je comprends. Puis c'est intéressant, mais on dirait que j'ai trop de questions en même temps. Le fait de la grosseur des tableaux. On a défini
la série Vintage vient avec 4 couleurs, noir, blanc, gris et bleu et jaune. 5. Et toutes les jaunes, j'ai pris 5 testeurs avant d'aller chercher un jaune qui est éclairé. Mais le jaune était mon plus grand vendeur au départ. Là, le gris qui est derrière toi, c'est un gris qu'on essaie en ce moment. C'est un des gris les plus chauds qui est sur le marché. Okay. Mais c'est 5 canisses testeurs que j'ai testés. Puis que, non. Fait qu'avant de dessiner, je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'il va me donner avec le vernis. Puis, c'est difficile de tout tester. Puis un coup que ça c'est fait, mais là, on sait que tel format de tableau rentre en haut d'un plafond de 8 pieds. Okay. Donc, il faut être très à l'écoute du marché actuel de décoration. Fait que si on a des murs blancs en ce moment, on est très dans le mode épuré, mais je suis très épuré sur mes tableaux. Ouais. Fait que c'est sûr que si on se met un tableau-là sur un fond blanc, on est gagnant. Ouais. Maintenant, le tableau sur lequel tu es assis fait environ 30 pouces. Ouais. Fait que si on fait 30, un dégagement de 6, on est à 36, plus 48, il me reste encore un dégagement pour mon plafond 96 pouces. Donc, il faut que tu saches, est-ce que tu fites partout? Okay. Fait que c'est sûr que j'arrive avec des formats 60 pouces, je vais probablement être plus être isolé pour des gens qui ont des grands lofts, des grandes cages d'escalier. Donc, c'est à toi de définir est-ce que je fais des formats verticaux, horizontaux, carrés, rectangulaires. Donc, il faut avoir un peu de tout pour toucher à tous les milieux et de ne pas être, je te dirais, casé dans une section de maison. Ouais. Et c'est là que tu te tires dans le pied. Je comprends. Puis, le... je capote, je trouve ça tellement cool parce que dans le fond, fun fact, on a un ami en commun qui s'appelle Rémi, que j'ai déjà reçu au podcast, puis il m'avait dit, man, hey, Cordo, il est hot, puis tout ça, tu devrais le passer en podcast. Puis ça faisait un petit bout qu'il me disait ça, puis j'étais dans le Vieux-Québec, je marchais tranquille, puis là, j'aime les galeries d'art, mais je connais rien, tu sais. Fait que là, je vais rentrer, je vais regarder, je tombe face à face, direct avec tes toiles, plus en rentrant. Puis là, j'étais comme, j'ai envoyé ça à Rémi, j'étais comme, bro, c'est tellement hot. Puis il était comme, ouais, c'est hot, tu sais. Puis j'ai marché un peu plus à côté, puis la tienne était immense, tu sais. Puis il y en avait des tout petites, un peu plus loin dans la galerie, puis je me disais, mais comment ça fonctionne, tu sais, comme eux qui sont plus petits dans le coin, c'est parce qu'ils sont moins connus, moins réputés, moins ils connaissent moins de monde. Fait que là, je commence à plus comprendre. Bien, ça dépend des gens. Je veux dire, c'est sûr qu'un tableau plus petit, peut-être moins long, les gens vont dire que c'est moins long à faire, mais c'est faux. Là, la démarche artistique qui est derrière est peut-être même plus complexe que la mienne. Moi, c'est simplement qu'il faut, comme par exemple, si on prend un tableau, on lit toujours la hauteur avant la largeur. Donc, si on a un 48 par 30, on a défini qu'un 48 par 30 rentre presque en toutes les fenêtres. Okay. Je sais qu'un 48 par 48 rentre en dessous d'un divan. Je sais qu'un 40 par 60 rentre en haut d'un divan. Donc, c'est là qu'il faut être stratégique. Et c'est là que, dans la carrière d'un artiste, tu as tout le temps le côté inspiration, donc les shootings photos que je fais, création. Donc, c'est là que je vais dire, bon, est-ce que je les mets sur des poufs, je les mets sur des divans, est-ce que je mets des pattes, est-ce que je mets un dossier? Après ça, là, un coup que ça part, là, tu tombes en mode production. Ouais. C'est là que, là, à un moment donné, ça devient, tu deviens une imprimante. Ouais. Littéralement. Là, tu vas sortir des batchs de 10-15 tableaux, shipping, 10-15 tableaux, shipping, 10-15 tableaux, shipping. Fait que là, il y en a partout à la maison. Fait que, ensuite, tu t'en vas dans le côté promotion, parce que c'est là qu'il faut que tu sortes de ton sous-sol. Puis c'est là que si tu n'as pas ce talent-là de te vendre, qui est le 49 % de ghost que je disais tantôt, c'est sad, mais tu vas finir un artiste qui va peindre dans son sous-sol pour le restant de sa vie. Puis ça, je trouve ça triste. Puis si ce podcast-là peut juste servir aux gens à être capable de s'extérioriser puis justement d'aller chercher une vitrine pour être vu, ben c'est là que ce petit boost-là de une journée où le soleil, là, tu fais comme « wow ». Je le sens aujourd'hui, la vibe est bonne. Bien, allez présenter votre travail. Le pire, c'est que les gens vont vous dire j'ai pas besoin d'artiste en ce moment ou je garde votre CV, mais au moins vous aurez eu cette première expérience-là de comment on rentre, comment on serre la main, juste de se déjeuner. Puis le dernier, mais c'est tout le côté administration où il faut juste vérifier, savoir le coût de production, le coût de shipping. Si j'envoie des tableaux en Floride, puis je donne un exemple, on a un autre shipping, mais on va utiliser peut-être la même crate. C'est aux douanes qu'il va prendre une autre direction. Fait qu'il y a cet aspect-là que quand tu n'es pas juste un artiste, il y a un homme d'affaires qui se cache derrière. Puis si tu ne fais pas attention, ça, à un moment donné, il y a un côté efficience qui est hyper, hyper important. Puis c'est là que tu peux te perdre. Puis à un moment donné, c'est comme toute compagnie, si les chiffres ne sont pas là, la compagnie ne tient pas là. Puis est-ce que, parce que tu sais, souvent on voit ça en entrepreneuriat oui, c'est pas parce que tu as le meilleur produit que ça va plus le vendre. C'est aussi qui tu connais, comment tu es capable de promouvoir ton produit. Fait qu'au finalement, un artiste peintre aussi, ça se rapproche beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça, dans le fond. Exactement. Puis, tu sais, la preuve, c'est que tu es là aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, avant d'accepter, tu veux voir, tu sais, on en a des offres, mais en même temps, aujourd'hui, je suis pas en train de peindre. Donc, c'est une journée de perte de production. Mais en même temps, je me dis, bon, je fais-tu la promotion? Mais quand on regarde le background que tu as, tu sais,
je suis même chanceux de probablement passer à ton émission après Luc Poirier. Je me dis, la pointure était grosse. J'espère que les gens vont trouver ça bien. Mais c'est cet aspect-là que tu dois être efficient, tu dois regarder beaucoup de détails. Puis moi, avant de commencer à peindre, le 10 janvier, ça me coûte 25 000. De vernis, d'aluminium, de tableaux, de peinture. Fait qu'il faut que tu crois où tu t'en vas. Là. Fait que ça prend beaucoup de guts. Surtout avec la pandémie. Puis, tu sais, la pandémie, ça a été nos plus belles années à tous les niveaux. On a raclé des records de vente. Tu sais, ils se vendaient, je ne devrais pas quantifier, mais au mois de juillet, mais tu sais, j'étais probablement un des gros vendeurs pour peut-être des galeries. Puis, c'est délicat parce que beaucoup de gens travaillent aussi fort que moi, n'ont peut-être pas ce succès-là. Fait que les gens investissent dans du long terme, investissent dans du vrai. C'est pour ça que ça prend 4 ans avant d'avoir une piscine. Puis les gens, ils vont avec une piscine creusée parce qu'ils savent que ça va mieux peut-être vieillir. Les gens investissent dans l'art, les gens investissent dans du long terme. Fait que c'est là que l'art, pour nous, puis la journée du COVID, c'est arrivé au 12 mars. Puis tu vois, le 25 mars, je voyais déjà les effets des gens. Des gens qui allaient avec des commandes spéciales, disaient, regarde, c'est pas vrai que je vais rester... je reste au Québec, je voyage pas, mais je vais investir dans ma cuisine ou chez moi. Puis c'est là que ça a explosé. Puis justement, tu sais, c'est... Même, tu parles de Luc. Luc en a parlé qu'un des bons investissements en ce moment, tu sais, Luc, il regarde souvent ça, puis c'était de l'art. Il parlait de l'art, il dit l'art marche bien ces temps-ci, tu sais. Puis moi, je veux savoir, exemple, moi, j'aime ça investir, je cherche tout le temps des opportunités d'investir, j'adore l'art, mais je sais pas quoi acheter. J'arrive, je suis comme, c'est quel que je prends? Fait que là, je me dis, si j'y vais avec ma logique, ce que je me disais, c'est, je vais essayer d'investir dans un artiste. Tu sais, je me dis, si l'artiste, je l'aime, je l'adore, je suis confiant, les toiles vont prendre de la valeur, mais comment une toile peut prendre de la valeur? Moi, je vais répondre à la première question. Est-ce que j'investirais dans un 8 logis ou dans l'art? Probablement, je prendrais le 8 logis. Oui. Non, mais tu sais, il faut être honnête. Maintenant, est-ce que les tableaux prennent la valeur? Oui. Est-ce que Luc avait raison de dire que les tableaux sont un excellent investissement? Oui. Je vais donner un exemple. Le premier tableau que tantôt je parlais de Toulouse-Lautrec, la blanchisseuse, il s'est vendu en 2011 à l'encan de Christie. On parle d'un format, la moitié de ce qui est derrière moi. C'est une femme avec les tapés, la blancheuse Toulouse-Lautrec. Je vais nommer des chiffres, là, mais je pense que je suis pas mal sa pine. Petit format, Toulouse-Lautrec qui mord de la syphilis à 35 ans. Un petit monsieur qui avait une infirmité au niveau des jambes. C'est lui qui peignait les tableaux. Donc, on était à Montmartre, Paris, les bordels, tout ce qui vient avec. Moulin de la Galette. Puis ce monsieur-là, c'était fait faire par son médecin, vu qu'il avait une petite taille, une canne dans laquelle il cachait toute sa boisson, parce qu'il n'avait pas le droit de boire. Fait que tu vois vraiment une vie d'un gars misérable. Oui, mais tu sais, 30 quelques années, c'est triste mourir de ça. Puis c'est un même tableau-là qui, probablement, qui a traîné dans des bazars. Qui est Vuillard, qui faisait toute la promotion. Je ne sais pas comment ça s'est ramassé après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que les Allemands ont mis la main là-dessus? Aucune idée. Il s'est vendu en 2011 ou en 2007 à l'encan Christie's à New York pour 27 millions de dollars. Fait que ça, là, on pourrait refaire un épisode de Ferrari puis mettre une autre rangée en avant des plus vieilles Porsche que pas. Là. Fait que c'est là qu'à un moment donné, oui, les tableaux vieillissent bien. Maintenant, est-ce que c'est un marché où on va faire fortune? Moi, j'y crois pas. Mais comme le tableau derrière moi, c'est un tableau, mettons, qui se vendait quand j'ai signé en 2008, peut-être 1125 $. Puis aujourd'hui, le tableau vaut 3500. Mais exact. Et là, ma question, on va dire, j'achète un de tes tableaux à un montant X. Puis, tu me dis... alors, je sais pas, j'entends dans les nouvelles que Cordo maintenant est exposé à Singapour, à tous les endroits plus hauts. Là, après ça, je suis comme... Là, c'est là que ma question vient de... OK, là, maintenant, je sais que c'est le même tableau que j'ai acheté vaut, je sais pas, 5 fois plus. Là, je me dis, mais il vaut plus. Là, je me dis, je veux faire de l'argent. J'ai besoin d'argent. Je me dis, j'aime mon tableau, mais je vais le vendre. Qu'est-ce que je fais? Je le repasse-tu à une galerie ou je vais à un encan? Les tableaux, comme là en ce moment, je pense qu'il y en a un qui est en consignation. Les gens avaient acheté un ancien Cordo, puis ils voulaient un nouveau tableau, puis les gens l'ont apporté à la galerie pour faire justement une consignation qui se vendent, puis avec le gain, le boni qu'ils vont faire, mais ils vont se payer un nouveau Cordo. Tantôt, tu disais comment je fais qui est établi, qui n'est pas établi. Ce qui est important de comprendre, c'est d'avant d'acheter un artiste,
sais, moi, je pense que c'est le coup de cœur. Tu sais, si tu le fais pour les sous, je pense que la personne va être déçue. Vas-y, est-ce qu'il te parle? Est-ce que tu as une émotion? Est-ce que le samedi soir, le monde c'est comme, man, c'est tellement brillant ton tableau. J'ai goût de faire un cheers ou on peut-tu partir avec? C'est quoi son prénom? Tu sais, c'est ça au départ. Si maintenant, le tableau, il vieillit bien, puis l'artiste prend du galon, tant mieux. Maintenant, si le tableau aussi prend de la valeur, c'est bon, mais à la base de savoir qui on prend, moi, j'irais avec le cœur plus que prendre une semaine avant d'acheter un artiste puis dire, écoute, il est sur mon mur, mais le samedi soir, le monde ne regarde même pas mon tableau puis ne pose même pas de questions. Fait que le tableau, il ne faut pas que ça soit juste un outil de décoration ou un outil d'investissement, mais un outil de communication puis de dire, man, j'aime tellement la démarche du moment présent. Puis tu disais tantôt, j'ai une grosse journée, mais regarde le moment présent qui file dans le divan. Est-ce que tu as profité tantôt des 2 personnes qui t'ont salué? Tu as pris le temps de les écouter. Ce soir, est-ce que tes enfants vont être là? Tu vas être sur ton téléphone ou tu vas être en train de leur faire des câlins puis d'écouter leur journée? Puis ils ont peut-être eu des petits tracas que si je fais 3 heures en même temps, je ne prendrai pas le voir. Puis s'ils veulent aller glisser dehors, je suis par la fenêtre, youhou, ou je suis avec eux, puis je vois que là, il a peur de faire tel jump, puis tu dis, hey, c'est comme en snow en fin de semaine, on va le faire ensemble. Bien, c'est ça, être un bon papa, puis d'être équilibré, d'être partout. Sinon, tu l'échappes, puis à un moment donné, tu le vois dans le tableau, la démarche artistique, c'est vraiment pour te rappeler à tous les jours. Fait que c'est ça, tantôt, je parlais du message que ton tableau transmet. Ben si tu n'as pas ce message-là, mais tu fais un monologue, puis tu ne communiques pas avec les gens. C'est ça que ces artistes-là qui ne réussiront pas à vendre leur travail, même si au niveau technique, c'est irréprochable. Il faut que ça vienne du cœur, dans le fond. Exactement. Une petite question aussi concernant le... Exemple, là, je vends un encan ou un enchère, j'apporte une de tes toiles. T'sais, exemple, moi, j'en ai une, ça fait 10 ans. Comment ça fonctionne? Est-ce que, exemple, quelqu'un achète là, pour 1 million? Quelqu'un, il est malade, il capote, un millionnaire, il capote, il l'achète pour 1 million. T'as-tu de l'argent là-dessus? Si moi, ça fait 10 ans, je l'ai acheté. Moi, c'est sûr que si le propriétaire, c'est toi. Ouais. Donc, moi, j'ai été payé. Ouais. Le bénéficiaire, c'est toi à totalité à 100%. Je comprends. Ça, c'est de quoi que je voulais mentionner. Tout le monde parle du blockchain, de la crypto, des NFT. Si vous ne comprenez pas le blockchain, là, je fais un petit segment, là. Le blockchain, c'est un contrat numérique. Fait qu'exemple, là, si tu avais passé par le blockchain, on va dire, pour vendre ton tableau, la personne originale qui a fait, à qui ça appartient, aurait eu une cote là-dessus. T'sais. Puis là, c'est là la dichotomie, on va dire, du milieu actuel et virtuel. Le blockchain vient chercher l'historique de c'est à qui ça. Fait que même si ça fait 25 personnes qui vendent, la personne qui l'a créé reçoit quand même un pourcentage dessus. Je voulais juste faire un petit segment parce que ça devient mélangeant, le blockchain, les NFT et tout ça. Fait que je voulais faire un petit segment parce que je trouvais que c'était parfait avec l'art. Tu m'as parlé de compétition, de plagiat en Chine. Oui, en 2016, on m'a informé que j'étais copié, puis malheureusement, c'était vrai. Okay. Fait que j'ai envoyé des gens dans des compagnies de meubles qui avaient des tableaux de défaut de moi. Fait que, par exemple, un tableau derrière comme moi se vendait 600 $. Okay. Quand la vraie valeur vaut aujourd'hui, avec taxe, je pense 5005. Fait que là, je me disais quoi? Puis là, je me disais OK. Puis on avait déjà eu un épisode en Floride, ça s'est super gros réglé rapidement. Puis moi, j'ai envoyé ma copine, puis une de ses amies sont allées voir. Puis des amis qui étaient à Québec m'ont dit ouais, oui, Vince, t'es copié. Fait que là, j'ai communiqué avec la sortie du Québec, la GRC. Je dis les gars, on fait quoi là? Puis les gars m'ont dit malheureusement, en ce moment, ces gens-là sont en faute. Donc, tu leur fais une demande, soit une mise en demeure, ou ils vont être poursuivis au fédéral pour un peu comme les droits d'auteur. Puis, avec les droits d'auteur, on ne niaise vraiment pas avec ça. Puis, j'ai appelé, ça a pris 10 minutes. Les tableaux étaient décrachés. Pour vrai? Puis c'est des répliques comme... exactement. Puis, je demandais la destruction des œuvres okay. Avec photo à l'appui. Okay. Puis, ça a super bien été. Puis, moi, j'avais communiqué avec le Journal de Montréal pour voir s'il y avait comme des préjudices à ce niveau-là. Puis, l'assistant de Denis Lévesque m'a téléphoné l'après-midi pour dire écoute, tu veux-tu participer à l'émission? Puis, ça me faisait peur. Ouais. Parce que plein de choses, tu n'as pas le droit de dire à la télévision pour être poursuivi pour. Si tu dégrades une personne ou autre. Fait que là, pour diffamation, exactement. Puis là, j'ai dit non. Puis moi, je me souviens, je me battais pour les gants de bronze. Parce que tu fais de la boxe aussi. Oui, puis c'était en 2016. Puis je me souviens, le vendredi, je me battais. Puis j'avais plus peur de passer à Denis Lévesque à la télévision, faire maquiller ta bouteille d'eau, que tu montais sur ring. Parce que monter sur ring, je savais, il y a 4 coins, je sais où aller, je sais où pas aller. Ouais. Là, je sais pas, il va m'amener avec ces questions. Puis il m'a rappelé à 4 heures, il m'a dit écoute, Vincent,
Ça peut être... Mais c'est exactement comme on a là. Ouais. Il dit, avec Denis Lévesque, là, c'est une bouteille de vin, 2 coupes de vin, puis c'est comme un chum, tu jases. Ouais. Puis je dis, moi, j'ai des choses, j'ai pas le droit de parler, mais il dit, Denis, il ira pas là. Fait qu'il dit, c'est en live, c'est un direct, on coupe pas, tu peux pas bafouer. Puis c'est ça, Denis Lévesque, c'est tous les lundis soirs il passe tout le monde. Je dis, OK. Fait que je suis allé à l'entrevue, j'ai accepté. Puis il était super fin, gentil, honnêtement, là, chic homme. Puis c'était super intéressant. Puis j'ai donné tous les moyens, j'espère, aux gens de quoi faire s'ils sont plagiés. Puis automatiquement, la plateforme qui était PayPal ont communiqué avec la compagnie de Chine, où il y avait des Chinois qui faisaient des faux cordeaux, puis des faux... tous mes collègues qui eux autres, également ont été copiés. Puis ça l'a arrêté pour moi. Est-ce que ça va recommencer? Je ne le sais pas, mais maintenant, les tableaux sont munis de systèmes qui me permettent de savoir l'année de création juste avec le visuel. Donc, sans regarder en arrière. Fait que ça permet de savoir si ces gens-là respectent leurs paroles. Nice. Puis, c'est quoi l'importance d'un vernissage dans la vie d'un artiste? Bien, vernissage, c'est comme un combat de boxe. Puis moi, je te dirais, ce qui m'a le plus représenté dans tous mes sports, là, j'ai joué quand même 12 ans au hockey, j'ai adoré. Puis la boxe, probablement, c'est ce qui m'a le plus ressemblé parce que c'est le sport, tu es tout seul comme un artiste. Tu vas t'entraîner pendant des mois comme un artiste pour 5 rounds de 3 minutes de gloire pour de l'amour, parce que c'est ça que tu veux. Là. Montrer que j'ai appris telle technique, je suis rendu à tel niveau, je vais peut-être avoir un classement à 50e mondial. Puis dans l'art, mais tu veux montrer ton travail que tu as fait depuis 4 mois tout seul, puis tu ne vois pas un chat, puis tu vas chez à l'épicerie voir ton boucher pour avoir ton tartare, puis toutes les lumières, tu vas voir des humains. Puis là, écoute, c'est excitant. J'ai quand même le goût de me mettre propre pour aller là, tu sais, tellement que c'est une vie solitaire, parce que tu es tout le temps en circuit fermé. Puis, à un moment donné, ben, le vernissage, c'est de montrer aux gens ce 9 derniers mois, qu'est-ce que tu as fait? Un peu comme un nouvel album de musique. Donc, puis tu montres, tu es rendu où dans ton art? Fait que tous tes collectionneurs te suivent. Et les galeries, bien entendu, je suis en civil, je peins pas, donc je suis propre pour une fois. Ouais. Puis les gens, ils te voient, puis les gens disent, écoute, j'ai un tableau à Toronto, j'ai un tableau à Baie-Saint-Paul, on cherche une place, mettons, on prend en Floride. Fait que là, est-ce qu'on peut communiquer avec les galeries? Fait que là, on les met en contact, puis à ce moment-là, on fait une commande spéciale, personnalisée. Fait que là, c'est ça qui est hyper populaire en ce moment, c'est les gens, ils veulent un tableau, dire telle pose, ça c'est ma femme, on pourrait mettre plus des talons hauts d'une botte. Elle a toujours les cheveux attachés, on voit telle couleur de cheveux, puis elle adore un exemple, je sais pas moi, le Château Margaux. On s'est payé une belle bouteille, c'est quand même 400$ la bouteille, on y va vraiment de base. Puis on peut même pas la boire tout de suite parce qu'il faut t'accoucher au moins 3-4 ans minimum. Puis c'est la bouteille qu'on s'est offert en mariage, puis on ajoute même une date symbolique sur le label. Nice. Donc, mon graphiste va rajouter une date symbolique pour représenter la première journée du bisou ou autre, ou la première journée où ils se sont rencontrés dans ce fameux restaurant où j'avais peur qu'elle se lève. Puis je me suis déjeuné, puis j'allais lui dire, salut, écoute, je peux-tu te revoir? Puis c'est des enfants qui vont hériter tout ça. Fait que c'est pour ça que quand souvent les gens, si on regarde sur ma page, j'ai livré un tableau live à un couple d'amis, ben, c'est cette date symbolique-là que les enfants vont dire, ben ça, c'était maman. Fait que c'est là qu'il y a beaucoup d'émotions, puis souvent, ça finit avec un petit mouchoir. C'est cool. C'est vraiment... Puis c'est quand... Est-ce qu'avec la COVID et tout, il y en a des expositions en ce moment? En ce moment, je trouve que les galeries où je suis ont été très, très, très proactifs. Ils ont fait du lèche-vitrine. Tu peux être assis devant la galerie, tu choisis tel tableau et les gens te font des montages dans les vitres. Ah, nice. Oui, puis ça a duré comme, mettons, 1 mois. Puis ensuite, dès que ça a ouvert, mais là, à ce moment-là, il y a une permission de rentrer à coup de 4. Donc, ça, nous, nos ventes n'ont jamais diminué. Même au contraire, c'est l'inverse. Fait que l'effet COVID sur l'art, pour moi, je ne l'ai pas ressenti. OK. Nice. Puis est-ce que tu as bientôt un vernissage? Est-ce qu'il se passe de quoi bientôt? La série Vintage, elle n'a pas eu un vernissage comme j'aurais aimé l'avoir. J'ai parlé avec les galeries, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Fait que ça s'est fait... live avec on appelle ça comme le mois des galeries. Donc, je peins live. Donc, on a profité de tout ça. Mais ça n'a jamais été à la hauteur de ce que j'aurais cru avoir. Puis, tu sais, j'ai des gens qui avaient des projets dont on a parlé tantôt de faire ça big. Fait que, tu sais... Puis ça faisait comme 12 ans que j'enseignais, que je peignais. Fait que c'était le fun de dire vintage, cordeau, 10 ans avec nous. Fait que c'est là que les galeries, j'aimerais ça si on pouvait peut-être juste refaire l'expérience. Ça serait hot, un vernissage, ça serait cool. Parce que c'est sûr que nous autres, on vient. C'est sûr. Puis, fait que c'est ça. Solide. C'est-tu une petite dernière question avant de passer à ça? Ah oui. Y a-t-il des hiérarchies dans ce monde-là? Est-ce qu'il y a de la compétition? Comment ça fonctionne entre d'autres peintres? Moi, je vois plus de la camaraderie parce qu'on est en circuit fermé. On peint pour la même cause.
sortir l'émotion qu'on a ici, de la mettre sur un canevas. Puis ensuite, on présente notre travail au client. Maintenant, est-ce qu'il y a des tableaux comme en arrière qui vont valoir 25 000? Oui. Est-ce que mon ami Carl, ses tableaux, c'est sa valeur? Oui. Carl a cherché une notoriété, un style de tableau qui lui permet d'avoir cette notoriété-là. Maintenant, hiérarchie. Mais c'est toujours le fun d'être à côté de lui. Puis, tu sais, je peignais live avec à Québec. Puis on a fini ça au resto Mathéo, à côté des galeries sur Matelot. Puis, c'est toujours le fun de se voir. Puis, on a le même discours, on a les mêmes craintes, les mêmes doutes, les mêmes fiertés. Puis, on a tous le même sentiment de culpabilité les journées qu'on ne peint pas parce qu'on se rend compte que c'est une journée de perdu. On va falloir pédaler 2 fois plus vite pour sortir des tableaux. Fait que c'est là qu'à un moment donné, la hiérarchie, elle se voit plus, je te dirais, comme une camaraderie. Ouais. Mais quand tu es à côté d'un tableau, comme un Zilon ou tel tableau qui vont valoir 10, 11 000, mais c'est toujours comme un compliment de dire « Wow, je suis à côté de... » Ouais, je comprends. Un peu comme un joueur de hockey qui dit « Écoute, mon chandail... Dans la chambre, il est à côté de tel joueur qui a eu tant de saisons. » Fait que c'est comme un peu un sentiment de fierté de dire qu'on s'est rendu là peut-être. C'est hot, man. C'est vraiment cool. J'ai 2 petits segments pour finir ça. C'est un peu plus un peu style jeu. Ça s'appelle la question parfaite. Je pose ça un peu à tout le monde. Si tu pouvais t'asseoir avec 3 personnalités pour une soirée et discuter, ça peut être des femmes, des hommes, morts, vivants, c'est qui tu prendrais? Une soirée, tu peux prendre un verre de vin. OK. Al Pacino. La première pour voir l'impact du parrain puis de voir si son rôle a été comme emprisonné tout au long de sa carrière. Le deuxième, je prendrais Elon Musk, de voir comment il réussit à bien s'entourer comme ça puis de laisser passer ses visions. Okay. Puis d'être capable d'y aller même avec souvent la controverse, d'être capable de se retirer. C'est comme ça que l'équipe Truman, à un moment donné, il y a eu il était capable d'être en sérieux, de dire, écoute, il nous manque des données, on doit retirer. Être humble, de dire que la Tesla, au départ, il y a eu des ajustements au niveau de la peinture. Le toit est fait pour la Californie. Fait que si on arrive ici, on a sauvé sur la peinture pour être capable d'avoir un prix. Mais c'est une histoire de rien de mettre des garde-boue. Mais ça a fait un drame. Mais il a réussi à naviguer là-dedans. Ça m'a beaucoup impressionné. Dernière section, c'est à la carte. Fait que je te pose 4 questions, tu en choisis une là-dedans, puis tu peux développer. Okay? Un talent caché, le plus bel achat de ta vie, un rêve secret ou le souvenir le plus marquant de ta vie? Je peux te reposer ça. Oui, s'il te plaît. Un talent caché, le plus bel achat de ta vie, un rêve secret ou le souvenir le plus marquant de ta vie? Tu en choisis une là-dedans. Bien, le souvenir marquant, c'est sûr que c'est la naissance des enfants. Ça serait, même ça peut sentir cliché, là, ce petit morceau de vie-là qui vient au monde avec tous les paramètres pour pas qu'ils viennent au monde, les complications qu'il pourrait y avoir, puis de voir que la vie fait, je te bénis, puis le reste appartient. Mais je dirais, malgré tout ça, là, c'est ma soirée du 2013 où j'étais à Paris seul. Avec mes biscuits avec tes biscuits soda. Puis mon eau, puis j'étais là, poor guy, man, poor guy. Quelle vie de misérable tu vis quand tu as plein de plaisir. Puis en même temps, c'est ce moment-là où tu es loin de chez toi, puis tu réalises probablement que j'aime mieux réussir ma vie que réussir dans la vie. Puis, tu sais, j'aurais pu sortir un voyage en catamaran, mon rêve, là. Mais... puis ça, c'est un truc important pour les podcasts, c'est que je trouve ça cool de dire aujourd'hui que si tu mets ton cœur dans quelque chose, tout le monde dit « Ah, toi, c'est facile un cordeau, tu fais ça sur le tableau, puis il va arriver ça à la fin du mois. » Mais demande-moi combien de temps que ça prend à faire un cordeau, j'ai aucune idée. Et le jour où je vais savoir ça prend combien de temps à faire ça derrière toi, je vais arrêter de peindre. Ça va devenir trop mathématique. Fait que moi, chaque fois, c'est une aventure, chaque fois, c'est une date. Avec un tableau, un sujet, une couleur, va-tu être blond, noir? I got no idea. C'est la musique qui va jouer derrière moi, l'éclairage qui va rentrer dessus, qui va me donner les skills pour dire OK, j'aborde le tableau de tel angle. Puis les sous, tôt ou tard, si tu mets quelque chose, ils vont venir tout seuls, inquiète-toi pas. Puis c'est la même chose avec ma plus grande Victoria qui fait des hobby horse. Je fais une histoire courte. Elle fait un hobby horse, puis en Pologne, puis en Allemagne, c'est le genre de cheval avec un morceau de bois. Puis ma grande est en équitation, puis ça permet de calculer tes pas quand tu fais des sauts à obstacles, puis justement de pratiquer ta montée. Fait que, un langage qui dit rien probablement au monde, mais pour ceux qui sont à l'équitation, c'est important. Puis, c'est quand même 15 heures d'équitation par semaine en volet sport. Puis, en Allemagne, ça se vend comme 400-500 ces trucs-là. Fait que là, elle dit, j'aimerais ça d'en avoir un, mais j'ai dit non. Je dis, à la plage, je vais te montrer comment les faire. Fait qu'au lieu de donner le poisson, je vais te montrer comment pêcher. Puis là, de plus en plus, on en fait, de plus en plus, elle a des commandes spéciales. Puis là, de plus en plus, là, je vois l'évolution dans la qualité de son travail. Elle a suivi des cours de couture. Je l'ai amené chez Cordonnier. Et je dis, là, au lieu de prendre du plastique, tu vas prendre du vrai cuir, mais du cuir recyclé. Puis tu vas le mentionner dans tes pubs, comme quoi que tu fais attention à la nature. Puis on va donner une deuxième vie au cuir.
Fait que tu vas voir le cordonnier, il a montré comment mettre ses sangles, la fois réutiliser qu'est-ce qui est lavable, qu'est-ce qui n'est pas lavable, utiliser le bois au lieu du plastique, va chercher avec des natures vraies. Puis là, mais tabarouette, ça l'arrête pas, ces trucs. Mais je dis, Gann, Victor, c'est ça. Puis là, elle me dit, papa, je suis tellement content que tu ne me l'aies pas acheté, mon RBR. Je dis, premièrement, j'aurais jamais mis 400$ là-dessus. Et Gann, fait que j'ai dit, mais je suis content d'avoir pris tout ce temps-là. Puis Gann, aujourd'hui, mais les sous, ils viennent. Fait que si tu mets du cœur, fait que là, elle va chercher des techniques pour mettre des ombrages sur son pelage ou sa bride. Puis je trouve ça beau. Puis fait que pendant ça, là, mais pas devant Facebook, elle n'est pas devant TikTok, puis pas devant la télévision. Elle est vraiment en train de faire un projet qui la fait grandir. Elle apprend les coups de couture, elle apprend les côtés marketing. Fait que c'est là que c'est ça que je trouve beau. Fait que c'est ça quand je dis tantôt, j'aime mieux réussir ma vie que réussir dans la vie. Tu sais, on verra à bout du compte, il reste combien, puis ça vaut vraiment la peine d'avoir fait tout ça. Là. Man, je peux pas finir le podcast sur une meilleure note, c'est malade. Okay, merci. Une coupe de vin. C'est ça. Merci, Cordo, man, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé, d'être aussi généreux dans tes réponses. Qu'est-ce que je peux mettre en description? Est-ce que je mets ton site web? Est-ce que je mets ton Facebook? Si vous voulez acheter des toiles. www.cordo.ca. Puis tout est là. Le travail, les galeries qui me représentent. Si vous voulez communiquer avec moi, si vous avez des projets artistiques, à ce moment-là, on va de l'avant, puis on rend les gens heureux. Super, man. Merci, man. All my pleasure, buddy. Be good. Merci beaucoup d'avoir écouté mon podcast. N'oubliez pas d'aller voir le site web de hxn.media. On est une compagnie de production vidéo québécoise. On est situé à Montréal, mais on fait des vidéos partout au Québec. Si votre entreprise a besoin de vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.